Rudy Reichstahl, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc ce livre au cœur du complot chez Grasset à la suite de l'opium des imbéciles. Le complotisme a été vu en exploration et là vous nous parlez beaucoup de ce que l'on subit quand on attaque le complotisme, quand on débusque le complotisme. Vous êtes le directeur de Conspiracy Watch. On peut citer aussi votre podcast, Complorama sur France Info, et puis la chronique dans un journal qui m'est cher, qui est Franc-Tireur. Vous nous dites très vite dans votre ouvrage, c'est page 27, que c'est quand vous avez commencé à attaquer Dieudonné, Soral, que ça s'est déchaîné sur vous. Oui, complotisme, antisémitisme, c'est les deux faces d'une même médaille, c'est des jumeaux. D'abord, c'est déchaîné en termes de menaces, d'intimidation. L'antisémitisme est quasi, coexistant de ça, quoi. Alors pourquoi ? D'abord parce que lorsqu'on s'attaque aux théories du complot, on devient soi-même un objet de fantasmes complotistes. Vous faites partie du complot, bien sûr. C'est ça. On est un aimant à fake news et on est comme avalé par la pensée du soupçon, la pensée du complot. Donc on devient une sorte d'objet de fantasme, un agent au service de puissances occultes, de lobbies, de services, etc. Et puis alors la dimension antisémite, elle est là, tapie dans l'ombre, mais très rapidement elle se manifeste. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme, c'est Orwell qui disait ça, c'est aussi une capacité à croire à des choses complètement fausses. C'est quand même ce qui caractérise à travers l'histoire l'antisémitisme, les histoires les plus rocambolesques, les plus invraisemblables, notamment les crimes rituels, etc. Et ce qui est fou, c'est la très grande stabilité à travers l'histoire, à travers les siècles même, de théories indissociablement complotistes et antisémites. Cette folie de l'accusation des crimes rituels et notamment des assassinats d'enfants, elle revient en ce moment fortement avec les accusations de pédocriminalité systématique, le fameux adrénochrome. D'où ça vient ? D'où c'est parti, cette nouvelle vague ? Cette nouvelle vague, elle est très clairement liée au mouvement QAnon, c'est-à-dire un mouvement de supporters particulièrement fanatisés de Donald Trump. C'est vraiment la nouvelle extrême droite américaine qui explique que les démocrates, les mondialistes, les gens qui autour d'Hillary Clinton et George Soros tirent les ficelles du monde en secret, eh bien auraient besoin d'un immense trafic d'enfants pour prélever sur eux une substance qui existe, ce qui est dû à l'oxydation de l'adrénaline, l'adrénochrome, auquel on prête, dans cet imaginaire complotiste, des vertus à la fois psychotropes et rajeunissantes, quoi. Et c'est absolument faux, mais ça ne les empêche pas d'y croire. Et donc l'idée est que on prélève sur ces enfants, en les violentant, en les mettant à mort éventuellement, donc ça réactive un vieux fantasme du crime rituel juif notamment. Eh bien cette substance, voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui non seulement abondamment sur Internet, mais y compris sur des plateaux de télévision. Alors face à cette déferlante de harcèlement, vous décrivez comment on peut se prémunir ou se défendre. Et en effet, c'est difficile. Est-ce qu'il y a une efficacité des plaintes que vous déposez, vous, les autres responsables de Conspiracy Watch, quand vous portez plainte, est-ce que ça suit ? D'abord, ça suit, oui, parce que il est important de porter plainte, parce que d'abord, les réseaux sociaux ne sont pas la justice, ce ne sont pas des tribunaux. Donc, il faut laisser le temps à la justice, en République, en tout cas, de faire son travail. C'est parfois un temps long, ça peut prendre plusieurs années, mais il faut le faire. Et donc, il ne faut pas accepter non plus que ces réseaux sociaux, Internet en général, deviennent des lieux de non-droit, des lieux d'extraterritorialité par rapport au droit. Donc, il n'y a aucune raison, lorsque vous faites diffamer, calomnier, insulter, menacer, le cas échéant, que les choses passent comme ça ou doivent se régler sur les réseaux sociaux. Donc, il est important d'avoir ce recours-là. Mais évidemment, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en temps réel, il faut bien faire quelque chose, il faut bien occuper l'espace. La bonne manière de le faire n'est pas forcément de répondre directement. Parce que si vous répondez directement à vos accusateurs... Vous nourrissez. D'abord, vous nourrissez, et ensuite, vous les installez en position de procureur, qui est cette position qu'ils revendiquent, justement. Vous les considérez, donc... Exactement. Ouais. Or, on a affaire à des gens qui ne sont pas des enquêteurs, qui ne sont souvent pas des journalistes, ou qui violent les règles élémentaires de la déontologie. Donc, comment répondre à ça ? Et je crois que j'essaie d'esquisser quelques pistes dans ce livre. Vous racontez, page 57, que vous essayez de parler avec un complotiste. Donc, vous faites le pari de la raison, vous allez argumenter, le ramener à la raison. Ouais. Et ça ne marche pas.
Non, ça marche pas. Concrètement, ça ne marche pas. Quelqu'un qui est complètement dans un dogme, dans une croyance très très forte, c'est quelqu'un qui va revenir une fois que vous avez réfuté un de ses arguments avec 10 nouveaux arguments et ainsi de suite. Vous savez, c'est l'histoire de jouer aux échecs avec un pigeon, quoi. Ça sert à rien. C'est une perte de temps et c'est en pure perte. Donc, comment faire malgré tout pour faire valoir un discours de raison? Eh bien, je ne crois pas que ce soit en répondant directement, mais plutôt en faisant un pas de côté et en disant, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? On assiste en fait, en réalité, à une sorte de lynchage numérique. C'est pas la justice, c'est pas une enquête. Ça vient singer les modes, d'investigation de la presse, mais ça ne vient que les singer, c'est une pantomime. Donc, ne cédons pas à ça, ne soyons pas intimidés par ça, ne soyons pas dupes non plus de cette démarche, essayons de l'analyser, en faisant un pas de côté, encore une fois. Une sorte de contre-enquête, d'enquête parallèle? Oui, c'est-à-dire il faut montrer, si vous voulez, à quoi on assiste plutôt que d'essayer de se justifier en disant non mais voilà, regardez, je fais valoir ma bonne foi, je montre patte blanche, ce que vous dites sur moi est faux, d'ailleurs je produis les preuves, etc. Non, de toute façon toutes les preuves que vous pourrez produire seront vaines. Vous savez, Barack Obama a été attaqué pendant des années sur l'idée qu'il ne serait pas né américain. Barack Hussein Obama. Et même qu'il serait né au Kenya, qu'il ne serait pas né américain, donc qu'il serait un président illégitime. Il a dû produire son acte de naissance. Ça n'a eu à peu près aucune conséquence. Oui. Est-ce que l'indifférence totale, pour ceux qui sont harcelés, c'est une bonne parade? Ils vont choisir une autre proie rapidement si on ne répond pas du tout. Je crois qu'il faut apprendre, oui, à couper les réseaux sociaux aussi. Il y a une vie en dehors des réseaux sociaux, donc il ne faut pas être esclave de cela. Pour autant, on ne peut pas complètement les déserter, sinon ils ont gagné, quoi. Donc on peut pas complètement laisser ce terrain libre aux gens toxiques, aux désinformateurs, aux propagandistes. Donc il faut l'occuper différemment. C'est en cela que le combat contre la désinformation, le complotisme, est un combat par nature asymétrique. On ne peut pas se battre avec les mêmes armes que les gens qui nous calomnient, puisque on ne combat pas le mensonge par le mensonge, on le combat par les faits, par la vérité. Donc je crois qu'il faut trouver un moyen de faire valoir une voix dissonante, voilà, sans se laisser intimider. Avec une existence duale, dites-vous, faut être un être numérique, et là on subit des choses, mais c'est pas nous, c'est une fonction. À côté, il y a la vie. Exactement. À côté, il y a la vie, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que nous ne nous réduisons pas à notre double numérique, et encore moins à ce double maléfique qui est fabriqué par nos diffamateurs et tous ceux qui nous calomnient. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans ce livre, à la radio, vous l'avez dit, ici ce matin sur ce plateau et ailleurs, et depuis longtemps. Beaucoup n'ont pas cette chance. Et c'est très difficile lorsque vous faites l'objet d'accusations très graves qui impliquent y compris des membres de votre famille, qui sont eux aussi calomniés, diffamés. Et ce que j'ai dit au cœur à un moment de cette tempête, parce qu'il y en a eu une, il y en a régulièrement, mais il y en a eu une singulièrement en octobre, novembre dernier, c'est que un jour, ça fera des morts. Ça fait déjà des morts, le harcèlement chez les jeunes. Un jour, il y aura un suicide de journaliste? Ben oui, je le crois. Je ne l'espère pas, mais je le crains en tout cas, parce que vous savez, moi, je veux pas être plein dans cette histoire, dans le sens où je suis très soutenu par mes amis, ma famille. Je suis en bonne santé mentale, physique. Enfin voilà. Mais quelqu'un qui serait en burn-out, quelqu'un qui serait isolé, quelqu'un qui serait plus fragile que moi, à un moment donné de sa vie, oui, pourrait en venir à l'irréparable, parce que la violence à laquelle on est exposé est absolument, parfois assez indescriptible. Insupportable. Ouais. On a l'impression que la solidarité quand même joue beaucoup. Alors, vous qui êtes au front, en tête de ligne, il y a de la solidarité entre vous tous quand l'un est attaqué. Peut-être qu'il faut développer dans les réseaux sociaux une sorte de rescousse systématique quand on voit que quelqu'un est victime d'un lynchage médiatique, qu'il y ait aussi un mouvement de fond d'anonymes qui viendront dire « on est avec vous ». Oui, mais ça n'est pas toujours le cas, parce que lorsque vous êtes, encore une fois, victime, submergé, c'est exactement ça, par la calomnie.
la plupart des gens, y compris les gens qui ont de la sympathie pour votre combat, se posent des questions, sont ébranlés par tout ça, se disent ah oui, mais est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi, le fameux. C'est ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si vous voulez, la calomnie, elle procède vraiment comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'elle est vraisemblable, lorsqu'on se dit non, mais c'est pas possible, on n'irait pas inventer ça, elle est d'autant plus toxique. Vous savez, moi pendant des années, on m'a expliqué que j'étais un agent du Mossad ou de la CIA. Bon. Et puis là, on m'a accusé très simplement d'être corrompu par le modem. On dit, vous avez touché 20 000 euros. Ça devient ridicule, quoi. Alors, ça devient ridicule, mais surtout, comme c'est ridicule et que c'est pas fantastique comme complot, ça devient un peu plus vraisemblable. On se dit, tiens, pourquoi pas, après tout. Alors, c'est tout aussi faux, mais voilà. Donc, ce qui est très compliqué, c'est ce mélange permanent du vrai et du mensonge. Vous voyez, du faux et du vraisemblable. L'arrivée d'Elon Musk sur Twitter, c'est plutôt inquiétant, ou au contraire, on a maintenant des patrons identifiables, des actionnaires identifiables? En tout cas, j'ai l'impression que ça a eu pour effet de désinhiber une forme de parole, de virulence, de violence dans l'expression. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens qui sont par ailleurs extrêmement minoritaires, les complotistes, se sont sentis pousser des ailes et se sont sentis très nombreux et très confiants en eux et suffisamment pour nous injurier, nous traîner dans la boue, nous diffamer, avec une empreinte numérique considérable, parce qu'on fonctionne en vase clos, donc ce sont des gens qui se citent mutuellement, qui se partagent leurs posts mutuellement, donc ça fait une empreinte numérique à la fin assez forte. La Covid, les vaccins, ça a déchaîné évidemment les complotistes. Quels sont les nouveaux champs de bataille? Quels sont les nouveaux thèmes qui les excitent? Il y en a un qui est évident de champ de bataille, c'est tout ce qui tourne autour de la géopolitique et singulièrement autour de l'Ukraine et l'invasion russe de l'Ukraine, sur lequel le niveau de désinformation est considérable et accompagné, amplifié, là, y compris par des médias d'État ou para-étatiques. On sait le rôle de l'empire de Yevgeny Prigojine dans cette histoire, c'est-à-dire l'usage de mercenaires digitaux de la désinformation, qui cherchent en permanence, en tout cas, à influencer le débat public. Rudi Reichstadt, au cœur du complot, aux éditions Grasset, le combat continue. Bonne journée, merci. Merci beaucoup Christophe pour cet entretien à retrouver bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. Demain, votre invité sera Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Radio J.